Alright, c'est assez de silence pour ce soir. Donc, merci à tous d'être là. C'est toujours un plaisir de faire ces événements-là en live, d'enregistrer en live devant du monde qui sont, ma foi, fantastiques, pour tous ceux que je connais du moins. Et puis, pour les autres, hopefully, je vais vous connaître après le show ou dans un autre event. Écoutez, avant de commencer le podcast, j'aime tout le temps ça faire les shout-outs aux gens qui investissent de l'énergie, de l'amour puis de l'argent même dans Ça se passe pour faire en sorte que ce soit un projet rentable. Donc, je fais ça en mitraille. Après ça, j'enchaîne avec Jean-Gabriel. Merci aux fournisseurs certifiés pour Ça se passe. Donc, on a le chiffre, cabinet comptable et fiscal. Il y a Jean-Gabriel qui est là. Tu peux lever la main si jamais le monde veut aller t'en parler. Je suis aussi client depuis quelques mois, donc jusqu'à présent, je recommande encore. Je voudrais dire merci beaucoup aussi aux fournisseurs certifiés. Ça se passe, Leviat, Légal. Je pense qu'il y a Mathieu puis Guillaume qui sont... Ben, Guillaume est juste là. Parfait. Même chose, c'est un cabinet légal qui a aidé un paquet de SaaS. Je suis client aussi là, à Star, super satisfait. Puis il y a un paquet de founders puis de SaaS dans l'écosystème de Ça se passe qui ont déjà travaillé avec eux ou qui commencent à travailler avec eux. Même chose pour le chiffre. Puis finalement, il y a Baseline aussi. Je pense qu'il y a Alex qui est là, qui a levé sa main. C'est une firme d'accompagnement AI qui ont déjà aidé un paquet de SaaS qui continue de le faire puis de supporter Ça se passe. Fait que merci à ce monde-là. Sinon, on a un nouveau type de partenariat certifié que je suis vraiment stoked d'avoir annoncé. Je pense que c'était cette semaine ou la semaine passée. Employeur certifié, Ça se passe. Puis notre premier, on a fait ça exclusif avec Coveo, qui est une business, une licorne techno de vraiment bien de chez nous. Fait que je suis assez fier d'avoir été nailé un deal comme ça. Puis Coveo, ils ont des besoins en embauche quand même plus volumineux qu'une startup, right? On est vraiment en niveau scale-up. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée du contenu avec eux au niveau de la marque employeur, au niveau des différents postes, départements qu'il y a, de l'expérience de travailler là-bas. Puis on leur donne une belle visibilité aussi sur la plateforme du job board. Fait que tous ces partners certifiés-là, saspace.com/partenaire avec un S, il y a leur profil avec des entrevues vidéo, avec des détails. Sérieux, allez checker ça. C'est du monde vraiment helpful. Sinon, ma dernière annonce, c'est par rapport aux retraites privées pour fondateurs Ça se passe. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a starté cette année. On l'avait annoncé en début d'année ou en fin d'année passée. On a fait la première en fin de semaine. On est allé au Manoir des Forges à Trois-Rivières. C'était beaucoup trop gros pour ce qu'on avait besoin. Puis c'était vraiment malade. On avait 6 founders SaaS qui sont venus. On avait un partner Baseline qui était là aussi. On a fait des sessions de discussion informelles, des hot seats pour challenger les founders. On a juste pris le temps de chiller, bien manger, puis d'échanger sur des trucs assez critiques que tu peux pas nécessairement parler tout le temps en public là, en tant que founder. Fait que pour vrai, puis Alex, mon collègue qui est juste là-bas avec la casquette, il a fait le chef privé toute la fin de semaine. C'était insane la bouffe qu'on a mangé. Fait que pour vrai, je suis très content de cette expérience-là. Si jamais vous voulez checker pour participer à la prochaine qu'on va faire cette année, saspace.com/retraite avec un S. Fait que c'était toutes mes annonces. Puis aujourd'hui, je voudrais dire merci au Santec de nous accueillir. Je voudrais dire merci à Chrono Innovation de participer. Toute la bouffe, les drinks, c'est eux qui ont décidé de prendre ça sur eux. C'est vraiment, vraiment apprécié. Le service aussi, il y a plein de monde du staff qui sont là. C'est fucking cool. Fait que merci beaucoup, beaucoup. Je me suis échappé de l'eau dessus au début. Fait que, on va corriger ça en post-prod, Émile. Y a-tu... ouais. Avant qu'on commence, un petit détail logistique. Là, il y a un micro que vous voyez, une 3e ligne audio, juste là. Je sais pas en tout cas, vous allez me croire si vous ne la voyez pas. À la fin du pod, on prend des questions. Fait que si vous voulez juste vous lever, allez dire genre, mon nom c'est ça, je travaille dans tel business, ma question c'est ça. Pas nous compter votre tendre enfance, c'est bien important. Ça serait bien cool. Fait que ça va être open à la fin pour un 15-20 minutes, gros max. Puis c'est pas mal tout dans mes annonces. All right! Le moment awkward où tu vis dans le silence est terminé. Oui. T'es-tu content? Oui, je te dirais que pour le premier enregistrement de pod, choisir live devant 72 personnes, c'était peut-être pas la meilleure stratégie, mais je te fais confiance, Frank. Ben, dans le fond, là, ce qui est en train de se passer, c'est que mon ego est en train de s'écrouler parce que c'est le 8e événement live qu'on fait. Puis là, t'as dit 72 billets, mais il y en avait 80 d'ouverts. Fait que c'est le premier qu'on n'est pas sold out. Fait que s'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le crowd, si vous voulez aller à l'extérieur, dans la rue, peut-être amener des gens,
Je vais vous donner un lien affiliate pour Eventbrite, puis on va réussir à faire ça comme il faut. Blague à part, d'autres, je suis vraiment content de faire ça avec toi. On a eu, par contre, un warm-up. C'est-à-dire que tu as parlé d'enjeux critiques, puis ta business, tes initiatives, ta vision, toute la fin de semaine, parce que tu étais là à la retraite. Oui, exact. Puis, avant qu'on commence, moi, je veux dire merci beaucoup, beaucoup à Phil Chartrand de MPEGO, avec qui tu collabores, qui a été l'espèce d'instigateur de cette relation-là qui est rapidement devenue, fructueuse. Oui, exact. Il ne pouvait pas malheureusement être là. Il fallait faire le shout-out, sinon on aurait parlé pendant longtemps. Mais ouais, c'est ça, dans le fond, Phil, il est arrivé un moment donné, on partage des bureaux avec eux, puis il est venu me voir, puis il me disait hey, « Tu connais-tu le pod Ça se passe? » Puis je venais justement de découvrir, là, j'étais comme 4-5 épisodes in, puis je disais « Ouais, je connais ça. » tu sais. Il disait « Écoute, Frank, tu devrais vraiment y parler, tu pourrais avoir des super bonnes discussions avec lui. » Fait qu'il nous a mis en contact, on s'est rencontrés virtuellement, je pense 1 ou 2 fois. Puis je pense qu'après ça, tu venais faire un enregistrement, tu es allé souper à Montréal. Ouais. Puis écoute, je pense que ça a cliqué parce qu'aujourd'hui, ça se passe. Exact. C'est badoum. Ça, c'est de ma faute. J'ai fait. C'est sûr, j'allais me faire mitrailler le jeu de mots pendant les années au complet que j'allais gérer ça. Mais oui, puis tu sais, dans le fond, Jean-Gab vient de répondre à la première question que je pose tout le temps, c'est « Tu te rappelles-tu comment qu'on se connaît? » La raison pourquoi je pose cette question-là tout le temps, c'est que c'est important pour moi d'exprimer un peu les débuts d'histoire, d'expliquer les débuts d'histoire et comment ça commence une relation. Puis c'est ça qui nous a fait transcender, je pense, dans nos business respectifs, c'est d'avoir des bonnes relations du monde qui sont là pour te supporter puis te tirer par le haut. Fait que on l'a compté l'histoire, on l'a fait notre shout-out, on est good. Exact. Fait que pour mettre la table, là, pour le monde qui ne te connaisse pas nécessairement encore, fais-nous un petit genre de highlight, une séquence de highlight de qu'est-ce qui t'a amené à ton rôle ici, côté carrière. Oui. Écoute, je commencerai pas par ma tendre enfance parce que ça, c'est dans les notes du début. Mais ouais, dans le fond, écoute, moi, j'ai toujours été passionné de tech, là, peu importe le type de technologie. Puis je te dirais que quand j'ai compris c'était quoi un peu du développement logiciel, mais écoute, là, ça m'a vraiment attiré. Fait que j'ai décidé de faire mes études. Justement, j'ai fait un deck en informatique. Okay. Puis parmi toutes mes études, j'ai toujours eu des petites side projects, des side jobs. J'ai réparé des ordinateurs, fait des sites web. Puis une fois que j'ai fini sur mon deck, j'ai décidé de pousser un peu plus loin. J'étais allé à l'ETS, qui est juste à côté. Puis c'est là que, après ça, ben écoute, j'ai eu une job pendant 7 ans, une Business 360 Agency, des solutions pour les concessionnaires automobiles. J'ai rentré là, c'était une start-up de 6 personnes. Je pense que j'étais le 6e employé. Puis quand j'ai quitté 7 ans plus tard, c'était rendu proche de 180. Fait qu'il y a eu quand même un gros growth. Puis c'est à la suite de ça que j'ai décidé de dire, ben écoute, j'ai goût d'essayer d'autres choses. Fait que j'ai fait de la consultation pendant 3 ans, vraiment en entreprise, dans de la plus grosse business. Toujours comme ingénieur logiciel, développeur. Oui, exact. Puis à ce moment-là, j'avais aussi pris peut-être un petit tangent côté infrastructure, DevOps. OK. Puis à ce moment-là, ben j'ai aussi parti une petite boîte de consultants. Puis le modèle, je le trouvais intéressant, mais tu sais, c'était un modèle qui faisait que les équipes étaient tout le temps distribuées. On n'avait pas une grosse cohésion d'équipe. Puis on s'est ramassé justement à dire, ben écoute, comment on peut faire autrement? Puis c'est là que, si tu veux, Chrono Innovation a vu le jour. Puis là, on est en quelle année? Ben là, on est autour de probablement 2021, je te dirais, là, au niveau de Chrono Innovation, 2021. C'est plus récent que je pensais. Puis fais un highlight de c'est quoi Chrono Innovation, puis on va pouvoir creuser dans différentes dimensions après. Oui. Dans le fond, Chrono Innovation, à la base, on est vraiment un partenaire technologique. On va accompagner les différentes entreprises, que ce soit de la start-up ou de la plus grosse entreprise, au niveau de leurs besoins de développement logiciel, gestion d'infrastructure, gestion de projet. Puis, avec le temps, bien, on a développé un paquet d'outils pour nous aider, nous, à vraiment offrir un meilleur service, mais aussi pour être capable de, si tu veux, vraiment supporter nos clients. Une fois qu'on est peut-être un petit peu plus en phase-out dans des fins de projet, des choses comme ça. Fait qu'une fois ben justement, récemment, l'année passée, on a vraiment fait un peu un virage à dire, OK, comment on prend tous ces outils-là qu'on a créés pour nous aider et aider nos clients, puis les mettre dans une plateforme qui va venir supporter les équipes d'ingénierie, plus précisément les développeurs.
Fait que là, tu nous fais un peu, justement, un preview de... Ouais. On n'a pas juste fait du service, on est rendu à avoir construit tellement d'outils qu'ils se productisent et se commercialisent probablement. Ouais, exact. Puis, il y a quelqu'un qui pourrait, mettons, faire l'avocat du diable pour le fun, là, mais genre dire, OK, t'as dit qu'il y a plein de tes clients que c'était des startups carrément versus quelques grosses entreprises. Je sais pas c'est quoi le ratio, mais mettons, je te dis, les startups, ils n'ont pas d'argent souvent. Toi, parce que tu me dis, je travaille avec des startups méga fundées, je travaille avec des startups. Tu sais, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'en aider pas mal de startups, dont plusieurs qui passent par le Santec? Ouais, ben écoute, je te dirais que 2 volets. C'est sûr, le volet de collaborer avec des entreprises qui sont en démarrage, il y a un sentiment quand même d'accomplissement, de dire, hey, j'étais là dès le début, on les a aidés, puis une de nos mentalités, de notre façon de penser, c'est vraiment, on aime voir le succès des entreprises. Je pense que je t'en avais parlé à un moment donné dans nos discussions, mais on a un Soul Guide. OK? Nous, Soul Guide, ouais, comme dans le fond, ça définit un petit peu le mindset, ça définit un peu où est-ce qu'on s'en va. Puis là-dedans, ben, un peu notre archetype, la façon de nous définir, on se définit comme un allié. OK? Puis c'est juste une petite... si tu n'avais pas remarqué, le logo de Chrono Innovation, c'est comme un shout-out au Bat Signal. Puis l'allié... Ouais. Puis Sébastien, mon ami, là, est un gros fan de Batman. Ouais. Si jamais vous voulez y parler après le pod. Merci. Puis, dans le fond, l'allié de Batman, qui pour nous sont les entreprises qu'on accompagne, c'est Lucius Fox. Puis c'est lui qui crée tous ses tools, qui donne toute la gear. Fait que ça, c'est vraiment ça un peu l'idée. Lucius Fox, c'est plus baller que Robin. Oui. Fait que je suis content que tu sois allé là, parce que là, Robin, ça aurait été tough de cacher dans ma face que je trouve qu'il est lame un petit peu, genre. Mais bon, OK. Fait que c'est comme le logo un peu flippé, dans le fond. C'est ça que tu veux exact. dire, C'est dans le fond comme le signal qui... Parfait. Mais pas tant le logo, mais plus comme la projection aussi. Un moment donné, on va avoir genre un technicien payroll, ça se passe temps plein, puis on va juste pouvoir dire, peux-tu, genre, tu sais, comme dans un podcast cool, là, mettre ça on the screen, genre, puis on fait, ben oui, mais on n'est pas rendu là, guys. Il va falloir qu'on en vende plus. All right. Fait que, Chrono, tu nous as fait le highlight, c'est parfait. Donne-nous un espèce de portrait un peu numérique ou quantitatif de c'est quoi la size, là. Tu sais, je veux un sentiment de l'ampleur, mettons. Ouais, exact. On est rendu une trentaine d'employés. Je te dirais que par année, on accompagne entre 10 et 15 entreprises. Là. Il y en a que c'est du recurring. Puis écoute, au niveau, avec le côté produit, je te dirais que là, on est vraiment dans une phase de transition. On est en train de démarrer. Je te dirais qu'on a à peu près une dizaine de comptes actifs dans notre produit. Puis on est en train, justement, là, de travailler là, à faire un peu un virage là-dessus. Pas complet, parce que le service reste dans notre ADN, puis ça vient compléter aussi l'offering, puis ça nous permet de comprendre c'est quoi les tools qu'on a besoin ou les features qu'on a besoin d'amener dans notre plateforme. Puis, je prends un pas en arrière. Tu sais, j'assume que tu es un bon programmeur, puis je suis pas capable de lire du code for the life of me, fait que je vais juste te croire. Un bon programmeur sur le market dans les dernières années, un excellent programmeur, une excellente programmeuse, ça peut faire des centaines de milliers de dollars, right? Tu peux être très bien payé. Mais toi, à un moment donné, il y a comme l'espèce de croisée de chemin que tu fais comme « fuck it, je vais me starter une business », même si ça implique un taux de risque peut-être supplémentaire. Je veux juste savoir pourquoi. Oui, très bonne question. Merci. Écoute, des fois, je me pose la question. Non, c'est sûr que, tu sais, mettons, en démarrant une entreprise, tu as beaucoup de défis. Tu as des hauts, tu as des bas. Ouais. J'ai toujours été vraiment on board à relever des défis. Tu sais, ça fait partie d'un peu de mon ADN. Tu peux avoir ça en entreprise, mais moi, dans les expériences que j'ai en entreprise, j'y arrivais tout le temps à un moment donné que j'étais comme, je sais pas, je trouvais que ça stagnait. Puis, OK. Fait que ça m'a comme vraiment plus attiré de dire, OK, justement, quand j'avais fait mon switch en tant qu'employé, puis j'étais allé faire de la consultation, ça a été un peu ma première expérience à créer une entreprise, incorporer. C'était pas la même business, c'était quelque chose d'autre, mais là, j'ai fait, OK, c'est tout du nouveau, puis ça m'a vraiment, j'ai jumpé là-dedans, là, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est ça. Puis écoute, puis les succès, les victoires que tu as en tant qu'entrepreneur, toutes les petites étapes, c'est incroyable. Ça, mettons, la première fois, justement, que tu signes un client, c'est comme, OK, wow, la première fois que tu réussis à te payer,
Wow! La première fois que tu as un client qui vient par lui-même sur ta plateforme, mettre sa carte de crédit, c'est tous des moments que tu fais, OK, ça, là, tu sais, puis il y en a tout le temps, à tous les niveaux, à chaque prochain niveau, il y a tout le temps de quoi. Puis, tu sais, je pense que tu en as vécu un gros, toi, là, tu sais, avec Snip, justement, tu sais, la vente de Snip, ça a été... c'est probablement un ultime moment pour beaucoup d'entrepreneurs, là, c'est d'aller chercher ça, là, tu sais. Ouais. Puis, j'essaie de voir, je ne ferai pas. Je me dis, peut-être qu'il y a du monde qui ne me connaissent pas. Puis là, je devrais t'expliquer c'est quoi Snipcard. Puis là, je me rappelle en même temps, Chris, j'ai parlé de Snipcard dans genre 50 épisodes. J'ai arrêté d'en parler. Fait que là, je me parle tout seul au micro, tu comprends, au lieu de continuer. Fait qu'on va continuer. Au niveau des actionnaires qu'il y a en ce moment, vous êtes comme 4 ou 5, rappelle-moi. On est 4 actionnaires. Fait que Day One de Chrono, y étaient-tu là, les 4, ou ils se sont comme ajoutés quand vous avez pogné des nouvelles étapes? Puis je veux un mix de qui fait quoi, genre qui s'occupe de quoi à peu près? Ouais, ben quand on a parti l'entreprise, on était les 4 actionnaires. Puis on a vraiment séparé les responsabilités en fonction un peu de nos skill sets puis nos intérêts. Sur les 4 actionnaires, on est 3 qui ont un background technique très similaire au mien. Fait que ça, on a eu un peu comme une décision ou un peu naturellement. Au début, ça a un peu créé peut-être, pas de la confusion, mais à un moment donné, des moments que tu es comme, qui s'occupe de ça parce qu'on peut tout le faire. Ouais. Fait que là, on a comme séparé tranquillement. Fait qu'on on a vraiment, notre CRO, justement, le Diogo qui est ici avec nous ce soir, qui est vraiment au niveau BizDev, démarchage, ça inclut aussi même les ventes. Ouais. Après ça, on a Jean-Michel qui lui, vraiment, au niveau des opérations, on travaille très conjointement. J'ai Phil qui lui, au niveau de tout ce qui est produits, services. Puis moi, dans le fond, tout ce qui est en charge de la technologie. Là. OK. Fait que ton titre, c'est CTO. CTO, c'est bon. Parfait. Puis, quand est-ce que le premier... Laisse-moi voir comment je veux l'apprendre. Quand est-ce que le premier dollar qui rentre chez Chrono, qui n'est pas d'un service client, se matérialise dans votre compte en banque? Je veux dire, je fais du custom software dev pour un client, une startup ou une grosse compagnie. Il me paye mes heures ou mon mandat. Ça, c'était comme l'espèce de base business model. Ouais. Quand est-ce que le premier dollar qui ne vient pas de ça rentre dans la compagnie? Oui. Écoute, je vais te conter peut-être l'histoire. Conte-moi une histoire. Ouais, l'histoire de notre premier module Chronoscope. Ouais. Je pense que j'aime beaucoup raconter cette histoire-là. On est... Après à peu près 1 an d'opération, je suis arrivé pour faire une réclamation RSDA. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi faire une réclamation RSDA, c'est juste painful. Okay? C'est la douleur. C'est parce qu'il faut que tu te rappelles qu'est-ce que tu as fait de 1 an. Explique c'est quoi vite pour le monde. En gros, il y a des programmes qui existent. Le gouvernement offre différents programmes, entre autres celui-là, RSDA, pour les crédits, qui donne des crédits d'impôt quand tu fais de l'innovation. Mm-hmm. Okay? Donc, il faut que tu sois capable de montrer que tu as fait de l'innovation, que tu as fait une avancée technologique. Pour faire ça, c'est pas juste dire « Oh, c'est bon, j'ai fait ça ». Tu dois quand même backer, tu as un récit à écrire, tu as un narratif à mettre. Puis tu dois être capable de bien démontrer que tu as fait ça. C'est un excellent use case pour ChatGPT. Ouais, mais l'affaire, c'est que si tu fais juste essayer de ChatGPT, puis après ça, tu te fais vérifier, exact. Tu vas peut-être moins aimer ChatGPT. Faut que tu payes pour la version qui garde la mémoire de tout ce que tu as fait. Ça peut être une stratégie, mais je la conseille pas. C'est un pain, c'est tough. Tu es un entrepreneur, tu as 1000 autres affaires à faire que remplir, mettons, tes formulaires pour avoir tes crédits d'impôt. Exact. En fait, le plus gros pain, c'est plus de keep track de tout ce que tu as fait. Toutes tes incertitudes, les feuilles de temps. Along the way, mettons. Oui, exact. Fait que au courant de l'année, c'est de comme keep track de ça. Parce que si tu arrives à la fin de l'année, tu fais rien et tu essaies de t'en rappeler. Je sais pas pour les autres, mais moi, souvent, j'ai la misère à me rappeler ce que j'ai mangé au déjeuner. Fait que, tu sais, mettons, me rappeler ce que j'ai fait il y a 1 an. Puis c'était quoi le problème, comment je l'ai résolu, de quelle façon. Fait que ça a commencé vraiment par... on va s'équiper pour justement pas vivre ce pain-là. Okay? Internal tooling. Exact. Okay. Puis là, après un certain temps, en discutant avec des anciens collègues, je me suis ramassé à avoir du feedback des gens qui me disaient « Hey, tu peux-tu installer ça chez nous? » Tu sais, 2-3 personnes m'ont dit ça. Je disais « OK, attends une minute, il y a peut-être d'autres mondes qui vivent cette situation-là. » Donc, on a pensé à ça, on a regardé un peu ce qu'il y avait sur le marché, beaucoup de solutions de time tracking,
beaucoup de solutions de documentation, mais peu qui combinent les deux avec un angle R&D. OK? Donc là, avec le core team, on s'est rencontrés, on disait, hey, on devrait vraiment faire un produit. On a booké 1 semaine au Mexique. On est allé faire un retreat. Moi, j'avais booké des démos clients avec des anciens collègues. Puis on était comme, OK, ça nous prend un produit. Après la semaine, genre? Après la semaine. Fait que vous êtes time crunché un MVP, Minimum Viable Product, au Mexique. Ouais. C'était-tu la première fois que tu faisais ça, non? Oui, c'est la première fois. C'était quand même un moment assez marquant là, pour la business parce que, tu sais, honnêtement, c'était une semaine vraiment intense, mémorable, créer une belle cohésion d'équipe. Puis à quel point il était fini le produit? Là? Dis-nous à quel point c'était minimum ou viable comme produit, mettons. C'était un point que je devais distract la personne pendant la démo pour aller changer des choses dans la base de données live pour m'assurer que la prochaine étape va marcher. Et ça, mais ça, c'est des skills, man. C'est un autre type. Moi, je trouve ça malade. Fait que c'est ça. Puis on a vraiment travaillé fort parce que, écoute, je me rappelle, je sais pas c'est qui à un moment donné. Ça, c'est en quelle année? 2021? 2000, ouais, dans ces environs-là. Okay. Là. J'ai plus la date. Là, mais vous étiez où au Mexique? On était à... est-ce que je me rappelle même plus tellement qu'on a travaillé? Une zone cartel ou pas trop, mettons? Non, c'était très, très touristique. On avait loué une petite... C'était sécuritaire. Ouais, c'était sécuritaire. C'est bon, j'ai fini. C'est ça. Puis à un certain point, je me rappelle plus c'est qui dans l'équipe qui a dit « Hey, ça serait vraiment nice d'aller voir elle ressemble à quoi la plage. » Puis genre, je pense la veille, parce qu'on était... Parce que vous aviez juste vu des pixels. Ouais, mais on avait un beau setup. On avait notre piscine, tout ça. Puis en tout cas, j'ai plein d'anecdotes. Là, ça, vous viendrez me voir. Mais... Mathieu, mon avocat de Leviat Légal, il m'a dit, je reviens d'un mois en Colombie, puis regarde ma peau. Il dit, on a travaillé en hostie. Il était pas bronzé. Non, c'est ça. Fait que là, tu reviens, tu fais ces premières démos-là à du monde qui a montré un intérêt envers l'utilisation d'un produit carrément comme Chronoscope. What's next? Qu'est-ce qui arrive après? Ben, écoute, on revient, on a un produit, un premier produit, ben on se dit, OK, parfait, on va commencer. Mais à un moment donné aussi, il faut générer des revenus. Fait que là, 100%. pas assez pour supporter l'équipe. Puis on commençait aussi à ce moment-là à avoir des opportunités très intéressantes. Fait que là, on est comme, OK, ben garde, on va commencer. Puis, au service, là. Oui, au service. Okay, bon. Ouais, au service. Puis c'est là qu'on a décidé de dire, ben regarde, on va le faire à temps perdu. Ça a été notre approche. Mais penses-tu que c'était une bonne approche? Écoute, peut-être que ça marche pour du monde, mais nous, ça n'a pas fonctionné. Honnêtement, on a réussi à avancer le produit, honnêtement, mais c'est juste que, mettons, ce qui nous a pris 9 mois aurait dû en prendre probablement 3. Là. Ouais, je comprends. C'est tellement stretché. Je parle pas nécessairement d'un effort investi, mais tu stretches tellement le temps. Écoute, puis là, on a fait ça pendant comme 1 an et demi, 2 ans. Puis là, à un moment donné, tu as 25 personnes différentes qui ont passé sur le produit. Personne ne le own. Puis c'est vraiment récemment, l'année passée, qu'on a dit, OK, si on veut vraiment que ça fonctionne, il faut vraiment dédier une équipe là-dessus. Il faut vraiment switcher notre focus parce que sinon, on va toujours se ramasser à étirer ça. Puis l'année passée, on a vraiment fait ce switch-là. Puis écoute, ça a un effet multiplicateur là, le focus quand il est vraiment mis au bon endroit. Là. Comment cette discussion-là, rapidement, s'est passée? Y a-tu quelqu'un qui a callé une shot, qui a dit « Checker les partners, là, c'est le temps de prendre une décision parce que ça s'en vient quasiment comme un produit un peu fantôme qui n'est pas assez alimenté, donc qui grandira jamais. » Parle-moi de comment ce moment-là arrive, genre. Ben, ce moment-là, chez nous, comment ça s'est arrivé, c'est que on faisait vraiment du dogfooding de notre produit. On l'utilise pour nos feuilles de temps, pour notre R&D. Puis c'est moi, à un moment donné, que j'ai fait « Hey guys, là, la période de R&D s'en vient. Là. J'ai besoin qu'on ait des features. Là. » Fait que là, on a vraiment dit, j'ai dit, si on fait la même affaire, je vais les avoir l'année prochaine. Là, j'ai dit, je les veux là. Puis c'est là qu'on a dit « OK, parfait. » Puis là, on a comme dit « OK, on fait un blitz. » Puis là, ça a fait « Oh, t'as minute, ça a marché. Hey, on a livré plus vite que ce qu'on était habitué. » Puis c'est là qu'un peu, on a dit « Ah ben, guys, si on veut vraiment se rendre où est-ce qu'on veut se rendre, on n'a pas le choix de changer un peu ce focus-là. Là. » Puis tu dirais-tu que le focus, c'est ça qui est le plus dur par rapport à genre balancer le service puis le produit? Oui, vraiment, honnêtement, c'est surtout quand tu commences à avoir un peu de traction. Dans le produit? Exact, dans le produit. Tu sais, mettons, là, quand tu n'as pas de traction, c'est facile à ignorer. Mais à un moment donné, tu commences à avoir de l'intérêt, des gens qui comme te donnent du feedback, puis tu es comme OK. Puis le focus,
honnêtement, c'est la clé de la réussite, à mon avis. Et tu sais, une des choses qui est le plus difficile, c'est pas tant le focus, mais c'est la discipline de le garder. Parce que, surtout quand tu fais du service, tu regardes, admettons, tu dis, OK, j'ai une équipe qui travaille sur mon produit. Les revenus, il y en a, mais tu sais, admettons, si on fait juste regarder ce que j'investis versus ce que ça me ramène, c'est à perte. Puis là, tu as une super opportunité avec une business, t'es comme... C'est tentant, très, très tentant de dire, hey, je veux réallouer mon équipe. Puis c'est un défi qu'il faut encore, même si on s'est dit, hey, on le fait, il faut vraiment se discipliner parce que des fois, tu peux dire, tu sais, juste 2-3 semaines, là, donner un coup de main là, mais tu sais, le 2-3 semaines peut se transformer en 2-3 mois là, rapidement, là, tu sais. Avec Alex puis Émile dans l'auto, quand on montait pour venir à Montréal, au début, il faisait soleil, après, on a pogné de la pluie, pour ceux qui se demandaient pour la température. Mais on parlait spécifiquement de time preference. Un concept qui, quand tu as un low time preference, le rythme auquel des récompenses reviennent après un investissement te dérange peu. Tu es patient. Tu es prêt à ce que ça stretch dans le temps. Fait que si tu as acheté ton Bitcoin, mettons, en 2012, puis que tu as un low time preference, aujourd'hui, tu n'es pas ici. Tu comprends? Tu es à Dubaï. Mais pas à Dubaï parce qu'il y a eu des débordements et des inondations, mais tu comprends ce que je veux dire. Parfait? Fait que low time preference versus high time preference, c'est un concept que justement Alex m'avait expliqué il y a longtemps. Puis j'ai l'impression que quand tu as fait du service beaucoup, tu es un peu habitué au high time preference parce que tu billes souvent au mois. Tu billes, genre, tu reçois du cash rapidement. Avant, la valeur que tu crées, tu la captures en argent vraiment vite puis de façon genre rapide. Fait que t'as pas une addiction, je veux dire, mais t'as une habitude à ça. Puis là, t'es comme, OK, ben tout ce cash-là, je vais l'investir dans un produit, mais il faut que ta psychologie, elle switch aussi à low time preference, pas high time preference. Ouais, ben je pense que t'as vraiment mis le doigt dessus. Là, c'est le service, c'est rapide. Le pace, c'est souvent rapide. T'as des livrables, puis après ça, ben, comme tu dis, le reward, il vient tout de suite après. Puis là, t'es comme, OK, ben... Puis c'est profitable jour 1, souvent. Oui, exact. Puis, tu sais, où t'as quand même une zone de buffer, quand même à investir pour grandir. Ouais. Mais, tu sais, il y a souvent des cycles en service, surtout dans l'accompagnement. OK. Ce que je veux dire, c'est que, mettons, on travaille avec des entreprises, mais tu sais, on ne va pas travailler avec des entreprises pendant toute leur vie. Ça se peut qu'il y a certains moments, même si on vise les partenariats long terme, même si on vise vraiment de travailler le plus longtemps possible, ça arrive à un moment donné qu'il y a un moment que l'entreprise a moins besoin de tes services ou que ce soit des raisons économiques, que ce soit des raisons de « écoute, je veux vraiment, exemple, construire mon équipe à l'interne », ça arrive, c'est ça. Puis ce qui se passe, c'est que ces cycles-là, là, il faut les closer rapidement. Puis c'est vraiment aligné avec ce que tu dis. Versus quand en produit, on le voit, là, c'est que ça peut, la courbe exponentielle de growth, avant qu'elle kick. Avant qu'elle sorte du négatif aussi, de tout le cash que tu as mis pour dev. Ça prend du temps. Puis nous, on est bootstrap. OK? On a avec Chrono? Oui, on a C'était jamais... une de mes questions, ça, si vous aviez dû mettre pendant le cash ou financer, mais... Non, on n'a pas été chercher de financement. C'est tout du financement dans le fond des actionnaires. OK. On a propulsé notre growth avec les revenus de l'entreprise. Comme une entreprise faisait pendant des siècles avant qu'on ait exact. Capital de risque. Oui, exact. Mais l'affaire, c'est que souvent, mettons, quand tu fais un produit, cette approche-là n'est pas tout le temps viable. 100%. Parce que, oui. C'était une farce. Je viens de me rappeler qu'il y a des VC dans la salle. T'es comme, oh! Ils sont nice. Right. Fait que là, vous en êtes où, mettons? C'est quoi Parce que moi, j'ai quand même un peu d'insider info que je sais comment la vision produit chez Chrono Innovation, l'ombrelle, a évolué. Ouais. Ça transcende Chronoscope, qui était un produit très spécifique. Tu as parlé du use case. Ouais. Fait que là, vous êtes rendu où, là, genre, en termes de split, le temps ou le cash que vous investissez en produit? Ça ressemble à quoi, le produit, versus le service? Écoute, dans le fond, nous, c'est juste pour revenir un petit peu en arrière, il y a Chronoscope qui était notre premier produit ou le premier module qui a vraiment été transformé en produit. Ouais. On a fait plein d'autres choses. On a fait un module pour donner des métriques. On a fait un module pour déployer des applications. Un module pour gérer des infrastructures.
que vos clients avaient souvent tous besoin, genre, mettons? Soit ça ou nous, Vous autres on en a interne, besoin c'est bon. Fait qu'en dog fooding. pour s'aider, pour accélérer, pour être plus efficace. Puis, ce qu'on a réalisé, c'est que ça vient tout le temps baigner dans l'écosystème du engineering management. De tout le temps dire, OK, comment j'aide une équipe d'ingénierie à être, à bien gérer, à bien être plus efficace. Tu as management ou operation, là, ça va vraiment dépendre de l'angle. Puis, je te dirais que cette année, on a vraiment pris une décision de dire, OK, ça ne sera pas juste, exemple, Chronoscope, mais ça va vraiment être une plateforme. Qui englobe tous ces modules-là. Qui englobe tous ces modules-là qui peuvent à être terme. utiles tout le temps à la même type d'unité de travail ou de personnes comme un engineering manager ou une équipe qui fait du engineering operations. Oui, exact. Puis, tu sais, l'idée, c'est qu'on est très fort sur de vraiment leverage les intégrations. Avec, exemple, d'autres outils qui existent. Je donne un exemple. On fera pas un tour de project management. Là. Exemple, il y en a plein, Jira, Linear, Asana, whatever. Mais on va essayer de leverager justement les intégrations. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est, exemple, pour les feuilles de temps, on va se connecter à ces outils-là, puis on vient ingérer toutes les données. Fait qu'on le fait avec les calendriers, les feuilles de temps, il y a plein d'intégrations qu'on fait. Fait que c'est le genre de choses qu'on dit, travaillez comme vous êtes habitué de travailler avec vos outils, puis la plateforme va vous donner un coup de pouce, puis va vous aider. Fait que ça, c'est vraiment si tu veux, l'approche qu'on prend là, vraiment englober tout ça cette année qu'on a décidé de faire. Puis justement, tu es un peu avec Grip, tu es un peu, comme tu dis, on est en train de voir comment on pourra collaborer là, justement sur le go-to-market de tout ça. Là. Parce que vous, votre défi chez Chrono, justement, c'est pas d'avoir des bons ingénieurs, des bons designers, whatever. Vous êtes des builders dans votre ADN. Puis là, vous avez une plateforme à commercialiser dans une catégorie. Mettons, l'hypothèse, c'est que cette catégorie-là va marcher, puis tout ça. Fait que le défi, c'est classique, go-to-market. Comment tu positionnes, comment tu messages, les canaux que tu essayes, que ça soit sticky. Des choses que je connais pas. Là, que tu me dis. Ça, c'est une joke. OK, fait que c'est là que vous en êtes. Là. C'est le moment comme crucial en ce moment-ci. Oui, exact. Okay. Parce que, tu sais, nous, la force de frappe technique, on l'a. Tu sais, je le dis souvent, tu sais, nous, une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, okay, on est très, très bon à le faire. Okay? Puis on le fait vite, on le fait bien, c'est de la qualité et on est capable de vraiment l'amener où est-ce que ça doit être amené. Là, notre plus gros défi, c'est vraiment de dire, OK, là, on est une gang, tu sais, sur 31, on est 27 devs, OK, ingénieurs. Puis là, je m'inclus là-dedans là, parce que mon background est là-dedans, mais on est 27 personnes techniques, peut-être 26, là, j'ai pas le chiffre exact, là, mais... fait que là, c'est OK, mais comment on fait pour amener ça au prochain niveau? Comment qu'on fait? Là, on a des bribes d'infos comme quoi, ça fonctionne. Ça, il y a un peu de traction. Mais comment on amène ça à la prochaine étape? Mais là, on peut le faire en essai-erreur, mais à un moment donné, c'est qu'on dit, il y a des gens qui ont cette expertise-là, complémentaire à la nôtre, qu'on est en train de discuter. Justement, c'est ce qu'on discute, exemple, avec Grip, ça fait partie de ce genre de complémentarité qu'on essaie d'aller chercher. Mais c'est ça, vous avez une philosophie de partenariat, une philosophie d'intégration, une philosophie de best of breed dans différentes choses qui amènent un beau tout, mettons. Puis, une des affaires, la première fois que je t'ai vu, on est allé dans tes anciens bureaux, parce que tu viens d'avoir des nouveaux bureaux. Oui, juste à côté. Juste à côté. Est-ce qu'on dit l'adresse? Ou... Voulez-vous les clés? Fait que, dans le fond, on était assis sur des divans qui étaient pas comme ces divans-là. Puis, c'est pas un détail vraiment pertinent. Puis, tu m'as expliqué tout ce que vous faisiez chez Chrono. Ouais. Je me rappelle, j'étais un peu étourdi, puis je me disais, OK, ils en font bien plus que ce que je pensais. Puis, ça m'a vraiment, vraiment intéressé parce que toutes les parties dans lesquelles vous décidez d'investir votre énergie puis vos ressources, là, on en a juste parlé du service puis du produit, mettons, grosso modo. Ils ont toutes une synergie, right? Fait que j'ai l'impression que catcher des life cycles ou catcher les différentes pièces d'un même puzzle, c'est quelque chose qui fait comme partie de votre ADN. Puis, mais un de mes réflexes, ça a été de dire, OK, si j'étais en mode avocat du diable, il me semble que je pourrais dire à Jean-Gab, ouais, mais là, vous vous défocusez ou vous diluez vos énergies dans différentes initiatives, puis peut-être que les retours vont être moindres dans ces 4-5-là que si vous faisiez 1 ou 2, mettons. Fait que fais-moi un portrait des autres initiatives à part le produit, puis réponds à cette question-là du avocat du diable, mettons. Oui, écoute, tu sais, mettons, j'en parlais juste avant, on a rapidement compris qu'il y avait un life cycle dans l'accompagnement, exemple, en développement, en tech.
sais, je vais faire un use case quand même assez intéressant. On a une entreprise qu'on a accompagnée, avait aucun employé. C'est une personne avec un background en comptabilité. On voulait créer un système pour faire des KPI, des métriques. Au début, il n'y avait pas d'équipe technique. Fait qu'on on a bâti la solution de A à Z, vraiment au complet. Tous les systèmes pour justement héberger l'application, la rouler. Puis là, à un moment donné, cette personne-là s'est ramassée à vouloir lever des fonds. OK? Puis c'est quand les investisseurs voient que tu es une compagnie de software qui n'a pas d'équipe interne, c'est quand même un défi un petit peu plus présent, disons. Donc, écoute, ça nous a mené à dire, OK, comment on peut être un petit peu plus proche de l'écosystème, exemple, de tout ce qui est investissement, de comprendre un peu comment ça fonctionne un peu plus. Là, justement, ces fonds-là vont être nécessaires pour engager des gens. On a une expertise, on a engagé plein de monde, des entrevues, j'en ai passé là, je vais dire des milliers, là, mais peut-être que j'exagère, mais on s'est dit, OK, est-ce qu'on peut s'associer, trouver d'autres entreprises qui peuvent créer cette offre-là complémentaire qui va faire en sorte que, exemple, quand tu travailles avec Chrono, même si tu arrives à un cycle, exemple, là, j'ai plus besoin, exemple, de l'aide au niveau de mon développement, j'ai plus d'aide au niveau du recrutement. Là, j'ai besoin peut-être de l'aide au niveau du financement. C'est toutes des choses qu'on voulait être présent. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui est dans le driver's seat dans toutes les initiatives, mais on soit qu'on va driver des partenariats ou on va vraiment essayer de choisir les canaux, si tu veux, les canaux qui sont les plus pertinents à nous focusser. Puis tu sais, tu as raison. À un moment donné, on en a trop pris. Puis il y a des choses qu'on a décidé, OK, on va ralentir là-dessus. Tu sais, ça fait partie de la réalité qu'à un moment donné, ton énergie, ton focus peut être divisé. Déjà, le diviser, c'est un défi. Mais si tu le divises en trop de parties, là, ça va être... il y a des choses qui vont être échappées. Puis à un moment donné, ça nous a permis de connaître nos limites, de connaître, OK, nos forces. De dire, OK, ça, quand on fait ça, on est très bon. Même, je peux le faire, je peux le répéter plein de fois. Mais mettons, dans ce créneau-là, j'aurais besoin d'un bon partenaire sur qui je peux m'appuyer. Puis, tu sais, justement, on a une division de recrutement. C'est Chrono Talent. Mais c'est pas nous. C'est pas moi qui va faire les opérations. Là, par contre, on vient feeder. On fait des entrevues pour, justement, techniques. On préfile des candidats. Fait que, tu vois, cette cohésion-là vient exister. Fait qu'on arrive avec des candidats de très bonne qualité. Puis souvent, ce service-là, c'est pratiquement... dans la majorité des cas, offert à des gens qu'on travaille déjà, exemple, en service avec eux. Moi, ce que j'aime dans le fait que c'est diversifié les choses dans lesquelles vous investissez, c'est, comme je disais un peu plus tôt, qu'il y a une synergie. C'est-à-dire, mettons que je suis une startup, j'arrive puis je commence à travailler avec vous comme pour avoir du dev, pour builder mon app, mettons. OK, c'est cool, vous avez un bon talent, tout ça. Mais le niveau de connaissance que vous accumulez par rapport à qui je suis comme fondateur, à la tech stack que j'ai, à ma vision produit, genre, c'est énorme là, pendant le temps que vous travaillez sur moi. Si je suis rendu à engager, qui c'est qui va être à la meilleure place pour m'aider à engager? Vous avez une longueur d'avance versus peut-être une firme d'RH qui arrive de l'externe. Tu comprends ce que je veux dire? Après ça, si je suis rendu à avoir du capital, puis vous connaissez mon staff, vous connaissez ma vision, ça fait longtemps que vous travaillez avec moi, c'est des bets encore plus safe. Fait que c'est cette synergie-là, moi, je trouve dans le lifestyle de croissance d'une business qui est vraiment cool avec votre diversification, mettons, service d'Areas. Ça fait combien de temps, mettons, que Chrono Talent is a thing, mettons? Je suis tellement pas bon dans les dates, mais okay. Je pense que la première année officielle s'est terminée là, en décembre 2023. Okay. Je dis officiel parce que, tu sais, un peu avant, on a collaboré avec justement un des partenaires de Chrono Talent aujourd'hui. Tu sais, c'était plus comme... C'était plus officieux là, comme partenariat, mais tu sais, Chrono Talent, quand on a fait OK, on crée vraiment l'entité, je pense que ça fait un an, là, à peu près quelques mois. Là. Ça a-tu été une décision difficile entre partners de faire hey, une partie de l'argent qu'on génère avec le service et maintenant de plus en plus avec le produit, on va l'investir dans des entreprises ou des produits dans lesquels on croit, sachant pertinemment qu'il y a un bon niveau de risque là-dedans, puis que le temps avant d'avoir un retour est élevé. Right? Mon point, c'est que ce cash-là aurait pu être mis, mettons, dans du produit. Fait que, tu sais, c'est une discussion qui a été
tough ou comme ça faisait juste du sens pour vous autres, vous aviez cette patience-là, des coffres de guerre assez remplis, vous étiez comme pas trop stressé, genre? Écoute, c'est sûr que chaque dollar qui est investi, on y pense. Là, si on fait, j'aimerais ça dire que j'ai des coffres de guerre à l'infini, mais c'est pas la réalité. Là. Mais je te dirais que ça, je dois vraiment shout-out à notre CRO, là, Diogo, qui nous pousse beaucoup à vraiment diversifier un peu les channels de revenus. Puis, tu sais, évidemment, c'est toute une question d'équilibre. Je sais que c'est cliché comme dicton, mais de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier, ben, c'est un peu cette approche-là qu'on essaie de prendre, de se garder, exemple, assez de cash flow pour pouvoir justement faire peut-être des moves plus stratégiques plus tard. Une partie, exemple, peut-être investie dans des fonds plus à risque, une autre partie peut-être un petit peu plus traditionnelle. C'est toute une question d'équilibre à la fin de la journée. Donc, ça, c'est le réflexe d'un gars de tech comme moi, c'est pas trop de penser à ça, là. C'est plus de dire, OK, ben j'ai besoin de plus de dev, puis je veux qu'on aille plus vite, puis j'ai envie de faire ça. Puis je pense que c'est le beau partenariat qu'on a qui nous permet de dire, ouais, attends une minute, c'est important ça, mais essayons de penser à notre stratégie, comment qu'on aligne nos, nos cartes. C'est pas la bonne expression. Je pense que c'est flûte. Aligner nos flûtes, c'est ça. Aligner ses cartes, ça, c'est... T'as-tu vu Arnaud Soli qui joue de la flûte avec son nom? Ouais. C'est fort, hein? Ouais, il va venir d'ailleurs, mesdames et messieurs. Non, fait que, toi, t'es là sur un stage de je sais pas il y a combien de pouces. Tu parles devant un micro avec moi. T'es à l'aise, right? T'as des skills de communication. T'es devenu un entrepreneur puis un leader puis t'as pris une certaine, je pense, forme d'assurance puis t'as développé des soft skills. Puis un des sujets qui revenait en fait semaine quand on parlait à la retraite puis tout ça, c'est t'as beaucoup de monde dans la crowd, ça se passe, qui sont par exemple programmeurs à la base, mais qui deviennent des leaders, des managers, qui ont à gérer d'autres personnes, qui ont à inspirer, recruter d'autres personnes. Mm-hmm. C'est comme un skill set différent de genre mon code il compile-tu puis mon code est-tu bien testé? C'est quoi le plus important pour toi comme skill pour des devs qui deviennent justement peut-être plus founder ou peut-être plus engineering manager comme on parlait plus tôt? Oui, écoute, je te dirais que premièrement, ça prend un intérêt. Je veux dire, ça prend déjà un intérêt. OK? Moi, à la base, j'ai toujours eu l'intérêt. Je suis quelqu'un d'assez open. Tu me demandais si j'étais un bon programmeur. J'ose croire que oui. Mais quand je code aujourd'hui, mes devs, ils me disent d'arrêter. Là. Fait que, mais dans le temps, je pense que j'étais pas pire. Mais je te dirais que l'intérêt, déjà avoir un intérêt de dire, OK, vers soit le leadership ou quoi que ce soit, c'est déjà la base. Je te dirais que moi, c'est plus des traits de personnalité, d'être curieux, d'avoir une bonne écoute. Je pense que c'est important. Et de ne pas essayer de tout faire seul. Parce que ça, c'est une des choses que souvent, exemple, que j'ai vu à beaucoup de reprises, puis des devs qui partent un projet ou des devs qui restent dans leur coin puis sont comme non, je n'ai pas besoin d'aide, je vais réussir à le faire. Puis en même temps, j'ai déjà fait ça. J'ai un défi, je veux le relever. Non, il n'y a personne d'autre qui va le faire pour moi. Je te dirais que s'entourer avoir un network qui est complémentaire, c'est ça, selon moi, c'est peut-être pas un skills, là, mais c'est plus... Ben, c'en est un, je pense, de créer puis de nourrir un réseau. De développer le relationnel avec les gens, c'est bien plus important qu'avoir 100% de code coverage, là, à mon avis, quand tu veux être entrepreneur. Exact. C'est sûr que si tu veux viser à être un bon tech lead, ben oui, c'est important. Mais même en tant que tech lead ou team lead, tu as besoin d'avoir le côté, je veux dire, humain, le côté de dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu peux arriver dans une situation, les gens sont bloqués, il y a un deadline, mais il faut comprendre la réalité des gens. Puis ça, je pense que ça s'apprend. C'est pas quelque chose... Il y en a qui l'ont naturellement. Mais clairement, moi, j'ai vu des gens évoluer. Puis s'entourer de mentors. Des mentors, ça peut juste être quelqu'un que t'admires. Ça peut être quelqu'un... moi, un de mes mentors, c'est l'ami à ma soeur. Il a une business complètement différent. Ils font des contrôleurs pour
de température industrielle. OK. Puis, écoute, lui, c'est que sa business, elle a scalé. Puis, je suis comme, OK, comme, on parle, on jase. Puis, je le vois pas souvent, mais à chaque fois qu'on le voit, je suis comme, je l'écoute. Puis, je suis comme, OK, explique-moi. Puis, je dis, hey, j'ai tel problème. Ouais. Puis, il me dit, ouais, j'ai déjà vécu ça aussi. T'sais, fait que s'entourer de gens puis qui ont eu l'expérience avant toi, sans dire qu'ils ont la vérité absolue, c'est des formes de solutions. C'est des formes de modèles aussi. Oui, c'est des formes de modèles. Qui vont t'inspirer à évoluer là-dedans. Non, c'est bon. Puis je pense que, tu sais, une des leçons de base, souvent, qu'il y a des programmeurs qui viennent me voir puis qui lancent de quoi, que je vais leur essayer de leur instaurer, c'est tu vas pas tout régler avec tes hard skills de code. Puis genre, même si c'est vraiment tough le projet d'ingénierie que t'as, most likely, c'est encore plus tough de pick up the phone ou de prendre une rencontre puis d'essayer d'aller valider si c'est un vrai problème. Puis si toutes les features que tu as codées, tu en as vraiment besoin avant de launcher, tu sais. Fait qu'il faut que tu sois game de sortir de ta zone de confort, même si tu as l'impression que c'est un gros value add de, mettons, coder genre une app CRUD au complet en genre 3 mois qui répond à tous tes problèmes sans avoir parlé à personne, mettons. Ouais, puis tu sais, j'ai une petite anecdote là-dessus. Là. On a travaillé avec un client aux États-Unis. Il y avait 2 fournisseurs. Il y avait nous. Puis il y en avait un autre pour toute l'implémentation du CRM. OK. Puis les deux, on a eu les mêmes changements de scope, les mêmes choses. Puis par notre nature de dire, on a bien communiqué, on a parlé au client. Au lieu d'y arriver à la fin, ouais, j'y arriverai pas, ben on est avec des pistes de solutions. On a été très open dans notre approche versus l'autre fournisseur qui a attendu à la fin, il disait tout est beau, tout est beau, tout est beau, jusqu'à que ça soit plus beau. Ben, ça aussi, c'est d'amener ce niveau-là de clarté avec les gens avec qui tu travailles. Ben, ça donne... ça permet justement de te ramasser dans une situation où tu dis, OK, ben, quand il y a des imprévus, ben, écoute, on est capable de le gérer ou de passer au travers. Là, Communication. What a skill. J'ai un bac en communication pour ceux qui l'ont demandé. Je sais que c'est assez prestigieux, là, mais je vais vous en parler. Qu'est-ce qui est le plus fun dans ta business en ce moment, ces jours-ci, mettons? Ben écoute, je vais juste dire, là, on vient d'avoir nos nouveaux bureaux, fait qu'on est tous excités, nice, c'est nice. On vient ça fait 1 semaine et demie officiellement qu'on est installé. C'est le fun, mais tu sais, je te dirais, la gang qu'on travaille, on a vraiment une belle gang. Le fun, puis tu sais, surtout du monde intelligent. Honnêtement, c'est le fun d'arriver dans une salle, là, puis là, t'es comme, OK, nice, là, on est en mode solution, puis là, des affaires, là, d'un fois que tu fais, OK, on a trouvé une solution à ça. Ça, je trouve ça vraiment nice à voir. Des fois, c'est que t'as rien à faire, évidemment. Ben, c'est l'objectif. C'est vraiment l'objectif. Mais c'est un nice feeling. Mais ouais, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé ouais. moi, avec les gens avec qui je travaille ces temps-ci. Là, ils sont dans le coin là. Mais c'est pas vrai. OK, c'est beau. J'ai une question philosophique, man. On s'en va vers notre clôture puis les questions là, de l'audience. Y a-tu quelque chose sur quoi tu as changé d'idée dans les 5 dernières années? Oui. Qui te vient en tête vite? Ben, ouais, dans le fond, j'ai toujours été quelqu'un qui s'investit à fond là, dans ce que je fais. Fait que, mettons, le travail, ben, tu sais, mettons, j'ai de la misère des fois à arrêter. Tu sais, à dire, OK, je travaille, tu sais, moi, travailler du 80 heures semaine, je l'ai fait souvent. Je dis pas que tu as besoin de ça là, pour te passer en affaires, c'est juste que c'est un peu dans ma nature. Puis je te dirais que dans les 5 dernières années, j'ai essayé vraiment de travailler mon équilibre. Tu sais, vraiment, travail, famille. J'ai eu des enfants, justement, ça m'a vraiment comme un peu fait un reality check de dire, ben, faut vraiment que je réserve du temps. Puis, tu sais, là, j'ai comme switché mon mindset en disant un peu cette même intensité-là. Je dis, ben, écoute, quand je suis dédié, autant que je suis dédié au travail, ben, je vais être aussi dédié, exemple, avec la famille. Fait que, tu sais, si je suis là, ben, je suis là à 100%. Tu sais. Fait que c'est vraiment un peu cette approche-là qu'avant, j'ai eu tendance, au début, un peu de difficulté à m'adapter parce que là, tu sais, mettons, t'as le bébé, là, t'es comme, OK, je check mes courriels, là, maintenant, puis c'est encore un défi, mais je dis, OK, quand je suis là, je suis présent. Je mets mon téléphone de côté, puis je dirais que ça, c'est... Fait que la business va continuer de grandir, puis d'avoir du succès, puis pas tomber si je suis capable. Sauf quand il y a un page qui se crée en moi, là. Un page? Ouais, okay, fait que ça, c'est une escalation de... Ouais, Ding dong! C'est ça, mais quand ça se rend en moi, ben, j'appelle Mathieu qui est dans la salle en quelque part. Là, Let's go! All right, man. T'as-tu, pour finir, pour closer puis ouvrir les questions, t'as-tu des shameless plugs
N'importe quoi, des posts à combler, du monde que tu veux rencontrer, des news que tu veux partager, whatever. Ça serait-tu fou que je sorte une liste longue de même? Là? Ça serait fou. Mais non, écoute, dans le fond, oui. Premièrement, on cherche on a un offre, on cherche quelqu'un au Product Growth Marketer. C'est vraiment notre rôle. On va retravailler le titre. On va retravailler le titre. Je t'agace. Vraiment quelqu'un au niveau de croissance produit. C'est bon. Ensuite, deuxième chose, ben on est en train de faire un virage produit. Fait que s'il y a des business qui ont des équipes de dev ou des équipes qui ont du engineering, surtout axé sur le dev ou infrastructure, ben écoute, on cherche toujours des gens pour notre early access. Fait que venez nous voir. Vous pouvez aller sur notre site chronoinnovation.com/plateforme. Ça aussi, on va retravailler le nom. Mais ça, fait que venez request votre early access. On va voir si ça peut vous aider. Fait qu'on est vraiment dans ce mode-là. 100%. Puis écoute, sinon, si vous n'avez pas déjà discuté avec notre gang, on est tout le temps open d'avoir des belles discussions avec d'autres entrepreneurs. On aime juste ça échanger là, un peu dans des événements comme ça. C'est vraiment cool. Merci, mon gars, d'être venu et d'avoir fait ça. Ouais, merci à toi. All right. Donc, la ligne audio est à ma je sais plus, elle est rendue où. Elle est là. Wow. Juste vous rappeler que si vous venez poser une question, vous acceptez de façon implicite que votre visage soit dans la vidéo. Fait que... Mais ouais, n'importe quelle question, man, ça peut être personnel, ça peut être des conseils au niveau de l'investissement en crypto-monnaie, si vous voulez parler du nouveau budget fédéral aussi, on peut le faire dans une tribune publique comme ça, voir ce que les gens pensent, pour qui qu'on vote. Non, mais blague à part, s'il y en a qui ont des questions, on les prend. Puis sinon, ben, on peut move on aussi au bouffe et drinks. Oh! Alex? Ah ouais, donc. Check. Yes. Oh. Ton nom, puis ta compagnie, puis yes. Alex avec Baseline. On entend-tu? Ouais, OK. Ouais, c'est good. Tu as mentionné, quand tu parlais de ne pas avoir fait le hard commit vers le produit, que ça avait pris 9 mois au lieu de prendre 3 mois avant de vous rendre à un endroit. Est-ce que tu penses qu'il y a des embûches que tu as évitées en prenant ce temps-là de plus? Est-ce que tu penses qu'il y a des erreurs ou des choses que vous avez vues venir, que vous n'auriez pas vu venir en bougeant plus vite? C'est dur à dire, là. Je te dirais que je pense qu'on a peut-être plus manqué des opportunités qu'éviter des choses, parce que ce qui est arrivé, c'est que on est arrivé à quelques reprises comme on était les premiers à faire certaines choses, puis là, à un moment donné, avec ce délai-là, on a fait « Oh, OK, attends, la compétition rattrape. » Il y a quand même un volet compétitif dans le SaaS. Il y a beaucoup de monde qui font des produits similaires avec une certaine particularité. Je te dirais que c'est surtout ça qui est arrivé. Puis ça nous a permis aussi, à certains moments, je te dirais peut-être de pas aller trop vite dans une direction. Parce que des fois, c'est le prochain module, c'est ça. Mais là, on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on était occupé à faire d'autres choses. C'est que c'est un peu partagé. Il y a autant des fois des moments que ça nous a évité certaines choses. Mais je te dirais que c'est plus de passer du temps dans quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Ça, c'est comme, OK, nice, mais d'un autre côté, j'ai pas rien fait d'autre à la place, tu comprends? Ça fait que c'est comme à deux tranchants. Merci. Merci, Alex. Pendant que la prochaine personne qui va poser une question remplit son courage avant de se lever, je vais vous dire une chose. Ici, au Santec, il y a un espace physique qui s'appelle le Dôme. Puis j'ai découvert ça tout à l'heure, c'est fantastique. C'est comme par là-bas, vous tournez, mettons, à gauche ou à droite, puis là, vous allez pogner des grands escaliers qui montent dans un dôme. Puis la suite de l'événement va se passer dans le dôme. Fait que la nourriture, l'alcool, les gens, les relations, les life-changing moments vont tout être dans le dôme. Fait que j'inviterai les gens, une fois que ça va être terminé, là, tout mon blabla, à aller dans le dôme. Fait que c'est ça, c'est un message-là, il est fait. Est-ce qu'on a une dernière question ou on... Ouais, vas-y. Ton nom, ta compagnie, ta question, ton numéro d'assurance sociale.
Salut, c'est Charles de Third Bridge. Ma question, c'est, en ce moment, puis on a discuté une fois, mais vous faites le switch vers le produit, le service est toujours là pour rester ou c'est un fade-out doucement? Aujourd'hui, la pondération, c'est quoi? Puis ça va prendre combien de temps à fade-out du service? 3 questions. Ouais. C'est correct, on les note. 3 bonnes toutes, mais questions. il ne pourra pas le faire. Ouais, fait qu'écoute, non, le produit est là pour rester. Ça fait partie de notre ADN, puis le tooling qu'on Le service fait. est là pour rester. OK, tu as du produit. Non, mais c'est ça. Oui, mais après ça, le produit, la plateforme qui vient supporter. Je devrais supporter. farmer ma boîte, hein? Juste te laisser répondre. C'est ça, le produit, la plateforme qu'on met en place vient supporter le service. Puis autant le produit que le service, on voit vraiment une belle cohésion qu'un peut fider l'autre. Parce que ce qui arrive, il peut y avoir des gens, on commence en service, puis là, ben on est capable de dire, OK, parfait, le produit vient aider tel besoin. Puis le contraire, des fois, il y a des gens qui vont démarrer dans l'exemple, le volet time tracking, puis vont dire, oh, attends une minute, j'ai peut-être tel besoin. Aujourd'hui, on est pas mal à notre focus. Je vais parler en termes de focus. On est à peu près à 70% de focus service, 30% produit. Assez rapidement, d'ici 2 à 3 ans, on aimerait ça avoir 60% focus produit, 40% service. Pas nécessairement en diminuant au niveau du focus, mais au niveau des revenus, ça ne serait pas nécessairement en diminuant les revenus de service, mais plutôt en augmentant les revenus. OK, fait que c'est pas une game d'avoir des services comme un parachute le temps que tu boostes ton produit, c'est vraiment un équilibre que tu recherches entre les deux. Oui, exact. C'est fucking bien formulé, ça, dude. Vraiment. C'est tout? Merci. Thanks. Moi, chez Spectrum, qui est la boîte qui avait lancé Snipcart à la base, là, c'était ça aussi. Il y a plein de clients de Spectrum qui avaient des besoins e-commerce, fait que c'était facile de vendre le produit de Snipcart à travers la base de clientèle existante. Fait que je pense qu'il y a cette synergie-là. Mais le moment clé, c'est vraiment quand ils ont dédié des ressources temps plein juste sur le produit. Il y avait un stagiaire au marketing, François Antinado, qui est rentré, ça a changé tout. All right. On a-tu d'autres questions ou on move? Yes! Vas-y, mon gars. Salut, Jérôme, CFO fractionnel au chiffre. Tu as parlé que tu avais beaucoup de produits ou de market vertical, de business unit. Comment vous faites pour séparer l'argent entre chacune? Fait que je comprends, on veut diversifier, mais après ça, il y a une quantité limitée de fonds, puis quand tu choisis, lequel je vais le mettre cette année ou comment vous prenez ces décisions-là de combien de cash vous mettez à quel endroit? On invite-tu Diogo? Ça serait la meilleure personne pour répondre, mais non, pour vrai, dans le fond, on fait un exercice budgétaire à chaque année. On définit, admettons, en fonction du marché, le potentiel de croissance des verticaux, qu'est-ce qu'on va mettre comme budget. Puis on détermine ça. Fait que ça va vraiment dépendre aussi de l'attraction, de nos objectifs, évidemment. Si on veut faire une transition produit, bien, c'est sûr qu'on va peut-être investir moins dans d'autres verticaux. Fait que c'est vraiment une discussion qu'on a. On regarde plein de facteurs. C'est pas une recette précise. On y va. Il y a un volet qui est un peu aussi feeling de OK, on pense qu'il va y avoir de l'attraction là. Puis il y a un autre volet aussi qui est, ben écoute, OK, on peut regarder les tendances aussi. Il y a des tendances, des fois, ils sont à la hausse, sont à la baisse. Fait que là, OK, ça serait le temps d'investir dans, exemple, OK, plus le recrutement. Dans les années pandémie, ben écoute, là, on n'avait pas encore Chronotalent à ce moment-là, mais la croissance de la demande pour le recrutement était forte. Là, elle est un peu moins forte à cause de la période économique. Fait que, c'est genre des indicateurs qui permettent de dire, OK, dépendamment de mon marché, ben, est-ce que je vais investir plus ou moins? Je veux le scoper annuellement, ça, cet exercice-là? Ouais, on le fait officiellement annuellement, mais c'est révisé à chaque trimestre pour dire, OK, on est on track. Puis si on voit que c'est inatteignable, il y a des révisions en cours d'année, mais normalement, c'est un exercice annuel. OK, nice. On peut en prendre peut-être une dernière? Ouais, ben oui, il était. Ensuite, direction le dôme. Salut, moi c'est Maxime, développeur chez Kimobi. Vous avez mentionné que vous misez beaucoup sur les intégrations, mais c'est quoi les défis qui viennent avec ça, vu que en fait tous les logiciels ne sont pas faits pour supporter les intégrations dès le départ? Oui, ben c'est sûr que on mise beaucoup sur les third parties qui ont des API officiels.
fut un temps qu'on y allait plus en mode, je veux dire, hostile. On essaie de s'intégrer un peu par la bande. Mais ça, c'est toujours un danger, tu sais, un genre d'exploit. Tu trouves un EPI pas nécessairement sécurisé. Je veux dire, je ne devrais pas dire ça, là, mais je n'aimerais pas de nom, je n'aimerais pas de produit, mais des fois, pour faire des tests, plus ça. Mais quand tu commences à scaler avec des intégrations, tu veux vraiment y aller par la porte d'en avant parce que tu veux cogner, salut, je m'apprête à faire ça. Puis même, si j'aurais une recommandation, c'est que si vous avez un produit que vous savez que vous allez vouloir vous intégrer, bien, allez parler à ces entreprises-là. Allez leur demander « Hey, je compte faire ça, as-tu un use case? » C'est sûr qu'il y en a que c'est des très grosses business, tout est documenté, mais des fois, des plus petites business, tu es comme « Oh ouais, j'en ai un à payer. » Avec Snip, ça nous faisait ça au début. On était loin d'être documenté. Mais c'est ça, puis c'est pas nécessairement public, c'est pas nécessairement en ligne, mais tu cognes à la porte, « Salut, j'aimerais m'intégrer avec vous. » Puis bien des gens qui vont dire « OK, on l'a pas, mais on pourrait l'avoir rapidement. » Puis de voir les win-win qu'il peut avoir. Fait que c'est vraiment ça. Puis, pour répondre peut-être à la portion initiale, c'est quoi le défi de scaler par des intégrations? Bien, c'est que tu es sujet au champ, tu subis un peu les changements de tes partenaires d'intégration. Fait que si quelqu'un duplicate une feature, ben tu es obligé, fait que tu es en constance maintenance. C'est pas si pire quand c'est des gros players, mais des fois, des petits players, ben là, tu peux avoir des instabilités, des choses comme ça. C'est un défi. Ouais, la question, c'était plus pour les produits qui ne sont pas integration friendly. Oui, ben c'est ça. Ça, ben, je te dirais, officiellement, d'essayer de parler aux entreprises, c'est la meilleure solution. Parce que, comme j'expliquais, des fois, il suffit de juste demander, puis on dit « Oh ouais, je l'ai, c'est juste pas... C'est pas public, mais ça, si on ne demande pas, on ne le saura jamais. » Merci. Thanks. Gros shout-out à Kimobi. Le deuxième live qu'on avait fait, c'était avec Ismaël Meskin de Kimobi, si jamais vous voulez aller voir. Jean-Gabriel Philippe. Jean, trait d'union Gabriel Philippe. Et non Jean Espace Gabriel Crevier du chiffre, mesdames et messieurs. Les gens peuvent t'écrire sur LinkedIn s'ils ont des questions par rapport à leur astrologie, n'importe quoi. Puis là, on va aller, socialiser. C'est terminé. Mais, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus. Excellent travail.